À la fête de retraite de mon père, il m'a présenté, ma fille, sans diplôme, sans avenir, juste un poids pour la famille. Tous rire. Je n'ai pas bronché. J'ai levé mon verre et dit, à votre santé, c'est la dernière fois que vous me verrez. Puis je suis parti. Silence total. Je m'appelle Hélène, j'ai 32 ans. Et il y a 3 semaines, lors de la fête de retraite de mon père, il a fait quelque chose qui m'a décidé à m'effacer de cette famille de façon permanente. Imaginez la scène. Une salle de bal scintillante dans un club privé, 200 invités en costume de créateur et robe de cocktail, le champagne coulant à flots comme l'eau. Mon père se tenait sur scène, un micro à la main, présentant sa famille un par un. Quand il est arrivé à moi, il a esquissé ce sourire que j'avais vu 1000 fois, celui qui semblait chaleureux pour les autres mais coupé comme du verre. Et voici ma fille, Hélène, dit-il. Pas de diplôme, pas d'avenir, juste un poids mort pour la famille. 200 personnes ont ri. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement souri, levé mon verre de champagne et dit, santé. C'est la dernière fois que vous me verrez. Puis je suis parti. La salle est devenue complètement silencieuse. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est ce que je suis venu vous raconter. Avant de continuer, prenez un instant pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous voulez vraiment savoir comment cette histoire se termine. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 12 ans en arrière, au jour où j'ai été forcé de quitter l'université. La famille Dubois de Montfleury, en Normandie. C'est ainsi que nous étions connus. Classe moyenne supérieure, respectable. Mon père, Richard Dubois, était PDG d'une entreprise de logistique de taille moyenne. Nous avions une maison coloniale de 6 chambres sur 2 hectares, une Mercedes classe S dans l'allée, et un abonnement au club privé le plus exclusif du département. De l'extérieur, nous avions l'air parfait. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans. Cancer, rapide et brutal. Je me souviens à peine de son visage sans regarder les photos, mais je me souviens de ses mains, douces, toujours tendues vers les miennes. 2 ans plus tard, mon père s'est remarié avec Lise. Elle est arrivée avec un fils issu de son premier mariage, Marc, 3 ans de plus que moi. En quelques mois, ils n'étaient pas seulement une partie de notre famille. Ils étaient la famille. Je suis devenu un meuble. Pas de manière spectaculaire. Vous comprenez? Pas d'abus à la Cendrillon, juste de l'invisibilité. Marc obtenait les louanges pour ses notes. Les miennes étaient ignorées. Marc avait la nouvelle voiture à 16 ans. J'ai eu ses restes. Marc était l'avenir de l'entreprise. J'étais aussi là. Mon père ne m'a jamais frappé, ne m'a jamais crié dessus. Il me regardait à travers, comme si j'étais une fenêtre. Il essayait de voir au-delà. Mais il y avait une personne qui me voyait. Ma grand-mère, Marguerite Dubois, la mère de mon père, elle m'appelait tous les dimanches, s'enquérant de mes cours, de mes amis, de mes rêves. Elle disait des choses comme « Tu me rappelles moi-même à ton âge, Hélène. » Sous-estimée, mais je te vois. Elle m'a laissé quelque chose à sa mort. Quelque chose que personne dans la famille ne connaissait. Mais je m'avance un peu. Dans cette famille, j'ai appris à devenir invisible. Ce que je ne savais pas alors, c'est que l'invisibilité deviendrait mon plus grand atout. Le jour où mon avenir a été décidé pour moi, j'avais 20 ans. Ma 2e année à l'université de Caen, spécialisation en commerce, moyenne de 16/20. J'avais des plans, des rêves, une demande de bourse pour un programme d'été à Londres posée sur mon bureau. Mon père m'a appelé à la maison un mercredi. Réunion de famille, a-t-il dit. Ces 2 mots n'avaient jamais signifié quelque chose de bon. Je l'ai trouvé dans son bureau. Bureau en acajou, fauteuil en cuir, mur tapissé de récompenses et de diplômes. Lise se tenait à côté de lui, la main sur son épaule, solidaire, unie. Hélène, a commencé mon père, sans lever les yeux de ses papiers. Nous devons faire des sacrifices en famille. Marc a été accepté au programme MBA de HEC Paris. C'est une opportunité incroyable. Mon rythme cardiaque n'a pas changé. Je savais déjà où cela allait. Nous ne pouvons pas payer tes frais de scolarité et son programme, a-t-il continué. Nous avons donc décidé que tu prendrais une pause de tes études, juste pour l'instant.
La carrière de Marc profitera à toute la famille. Lise a hoché la tête, sa voix douce comme du miel. Une fille n'a pas besoin d'un MBA pour avoir une bonne vie, Hélène. Tu trouveras un bon mari un jour. C'est ça qui compte vraiment. Je suis restée assise, figée. Pas parce que j'étais surprise. J'avais passé 12 ans à apprendre à ne pas être surprise, mais parce qu'une petite, stupide partie de moi avait encore espéré. Tu as dit que tu soutiendrais mes études, me suis-je entendu dire. Tu as promis à maman avant qu'elle ne meure. La mâchoire de mon père s'est serrée. Les circonstances changent. Quand l'entreprise se stabilisera, je me rattraperai avec toi. Il ne l'a jamais fait. Ce que j'ai découvert plus tard, grâce à la langue bien pendue d'une cousine, c'est qu'il y avait plein d'argent. Ils ont juste choisi de ne pas le dépenser pour moi. Je n'ai pas discuté ce jour-là. J'ai juste hoché la tête. Mais à l'intérieur, je me suis fait une promesse. C'était la dernière fois que je laissais quelqu'un d'autre décider de ma valeur. J'ai déménagé à Bordeaux avec 2000 € d'économie et une valise de vêtements qui ne correspondait pas à la vie que je quittais. Mon premier appartement était un studio de 35 mètres carrés au-dessus d'une laverie automatique à Bègles. Le radiateur claquait toute la nuit. Les murs étaient assez minces pour entendre la télévision de mes voisins. Je mangeais des ramen pour le dîner et des bagels de la veille du café où je travaillais le matin. Mais voici ce qu'il faut savoir sur le fond du gouffre. On ne peut pas tomber plus bas. J'ai trouvé un emploi d'assistante administrative dans une petite entreprise de logistique. Salaire minimum au niveau d'entrée plus avantage. Le propriétaire, un homme bourru nommé Walter Bernard, a vu en moi quelque chose que ma famille n'avait jamais vu. Tu as un cerveau, Hélène, m'a-t-il dit un jour. Utilise-le. Je l'ai fait. Je restais tard. J'ai appris tous les systèmes, tous les processus. J'ai suivi des cours en ligne gratuits le soir. Gestion de la chaîne d'approvisionnement, opérations, fondamentaux du commerce, cours ouverts du MIT. L'Internet est devenu mon université. Je n'ai pas appelé à la maison, je n'ai demandé pas un seul euro. Quand la secrétaire de mon père m'a envoyé une carte d'anniversaire avec un chèque de 50 € de la famille, je l'ai déchiré et jeté. 4 ans après avoir quitté la Normandie, j'avais économisé assez pour lancer ma propre société de conseil, Conseil Méridien, SARL. Juste moi, un ordinateur portable et un bureau loué dans un espace de coworking. J'ai gardé mon nom hors de tout ce qui était public. Pas de profil LinkedIn, pas de communiqué de presse. Toutes les affaires passaient par le nom de l'entreprise et mon avocat. Pourquoi ce secret? Parce que je connaissais ma famille. S'ils découvraient que je réussissais, ils trouveraient un moyen de s'attribuer le mérite ou de tout détruire. Certaines personnes construisent des empires pour prouver leur valeur. J'ai construit le mien en silence parce que le silence était le seul langage que ma famille m'avait jamais appris. La grand-mère Marguerite est morte il y a 2 ans, quand j'avais 30 ans. J'ai pris l'avion pour la Normandie pour l'enterrement, me suis assise dans le dernier banc, et j'ai regardé mon père prononcer un éloge funèbre sur une femme remarquable qui avait consacré sa vie à sa famille. L'ironie était si épaisse que je pouvais la goûter. À la réception, je suis resté seul. Personne ne semblait remarquer ma présence, ce qui était exactement ce que je voulais. Mais 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un avocat que je n'avais jamais entendu parler auparavant. Éléonore Moreau, d'un cabinet bordelais spécialisé dans la planification successorale. Madame Dubois, je représente la succession séparée de votre grand-mère. Elle a créé une fiducie en votre nom il y a 8 ans avec des instructions explicites pour que tout autre membre de la famille ne soit pas informé de son existence. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. La fiducie contenait 800 000 €. Elle vous a également laissé une lettre, a poursuivi Éléonore. Voulez-vous que je la lise? J'ai dit oui, bien que ma voix ne sonnait pas comme la mienne. Ma très chère Hélène, a lu Éléonore. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Je sais pour les frais de scolarité, les promesses, tout ça. J'ai discuté avec ton père jusqu'à ce que je n'ai plus de mots. Il n'écoute pas. Il ne le fait jamais. Cet argent est à toi. Aucune condition, aucune attache. Utilise-le pour construire la vie que tu mérites, la vie qu'ils ont essayé de t'enlever. Souviens-toi de ce que je t'ai toujours dit, ne laisse personne dire que tu n'es pas digne. Quand ils verront enfin ta valeur, il sera trop tard pour eux. Je crois en toi.
J'ai toujours cru. Tout mon amour, mamie Marguerite. J'ai utilisé une partie de cet argent pour agrandir Conseil Méridien. Le reste, je l'ai gardé comme assurance pour un jour que j'espérais ne jamais voir venir, mais que j'ai toujours su possible. Ce jour est arrivé il y a 3 semaines. Laissez-moi vous parler de Conseil Méridien aujourd'hui. 15 employés, 4 millions d'euros de revenus annuels. Bureau à Bordeaux Centre. Le genre de tenue qui fait que les gens vous prennent au sérieux avant même que vous n'ouvriez la bouche. Je porte du quartier maintenant, pas parce que j'ai besoin d'impressionner qui que ce soit, mais parce que j'ai gagné chaque pièce moi-même. Nous sommes spécialisés dans l'optimisation logistique, aidant les entreprises à rationaliser leur chaîne d'approvisionnement, à réduire les coûts, à améliorer l'efficacité. Ce n'est pas un travail glamour, mais c'est rentable, et je suis doué pour ça. Voici la partie qui vous ferait rire si ce n'était pas si douloureusement ironique. L'un de nos plus gros clients est Logistique Dubois, l'entreprise de mon père. Ils ont signé un contrat de service de 5 ans avec nous il y a 3 ans. Nous gérons l'optimisation de leurs itinéraires, la gestion des entrepôts, le conseil et les négociations avec les transporteurs. Le contrat représente environ 40% de leurs économies de revenus annuels opérationnels. Mon père n'en sait rien. Toutes les communications passent par mon équipe. Tous les contrats sont signés par mon directeur financier, Daniel Moreau. Les quelques fois où Richard Dubois a fait l'éloge de Conseil Méridien lors d'événements industriels, il faisait l'éloge du travail de sa propre fille. La fille qu'il disait sans valeur à tout le monde. Il y a 3 semaines, j'ai reçu une invitation officielle pour sa fête de retraite. Lettrage doré en relief. Richard Dubois sollicite le plaisir de votre compagnie. J'ai failli la jeter. Presque. Mais ensuite, j'ai pensé à mamie Marguerite, à 12 ans de silence, à chaque promesse rompue et à chaque porte claquée au nez. J'ai répondu oui, non pas parce que je voulais la réconciliation, non pas parce que j'espérais que les choses avaient changé. J'y suis allé parce que je savais avec une certitude absolue que mon père ferait quelque chose d'impardonnable, et quand il le ferait, je voulais être là pour dire au revoir à mes propres conditions. Je ne savais pas à quel point j'aurais raison. Le club privé de Montfleury n'a pas changé en 30 ans. Les mêmes lustres Swarovski, le même service de voiturier prétentieux, la même foule d'argent ancien et de nouvelles ambitions prétendant qu'ils appartiennent ensemble. Je portais une robe Valentino noire, simple, élégante, chère. Les boucles d'oreilles en perles de ma grand-mère, montre Cartier, sac Birkin Hermès. Tout ce que je possédais, je l'avais acheté moi-même. Cela comptait plus pour moi que les étiquettes. Lise m'a interpellé à l'entrée. Elle avait vieilli, mais son sourire n'avait pas changé. Toujours ce masque parfait de chaleur qui cachait quelque chose de plus froid en dessous. Sa robe était Chanel. Ses diamants étaient gros, et ses yeux ont fait un inventaire rapide de ma tenue avant qu'elle ne parle. Hélène, tu es venue. Son ton suggérait que c'était une agréable surprise et un léger inconvénient. Ton père n'était pas sûr que tu aies quelque chose d'approprié à porter. J'ai souri. Comme il était attentionné de s'inquiéter. À l'intérieur, 200 invités se mêlaient sous la lumière des cristaux. Le gratin des affaires normandes, banquiers, avocats, cadres, politiciens. J'ai reconnu quelques visages des anciennes soirées de mon père. Aucun d'eux ne m'a reconnu. Marc est passé avec une blonde mince comme un mannequin à son bras, sans même jeter un coup d'œil dans ma direction. Il racontait à quelqu'un sa vision de l'avenir de l'entreprise. Le classique Marc. Tout confiance, aucune substance. J'ai trouvé ma place attribuée. Table 14, dans le coin éloigné près de l'entrée de service, avec des amis de la famille que je n'avais jamais rencontrés. Pas la table de la famille, pas même proche. Je n'étais pas surprise, mais je l'ai noté. Un serveur a proposé du champagne. Dom Pérignon, rien que le meilleur pour la grande soirée de Richard Dubois. J'ai pris un verre. De l'autre côté de la pièce, j'ai croisé le regard de mon père. Il a hoché la tête une fois, une démission déguisée en reconnaissance, puis il s'est retourné vers ses vrais invités. La soirée ne faisait que commencer, et j'avais un siège au premier rang pour le mépris de ma propre famille. J'ai appris au fil des ans que la meilleure information vient en restant silencieux et en gardant ses oreilles ouvertes. De ma table d'angle, j'ai regardé et écouté. L'acoustique de cette salle de bal transportait les conversations mieux que les gens ne le réalisaient. Mon père tenait son cercle près du bar, entouré de collaborateurs.
Je l'ai entendu mentionner une restructuration opérationnelle et des partenariats stratégiques, le jargon habituel des cadres. Mais ensuite, Conseil Méridien a été transformateur pour nous, disait-il à un homme aux cheveux argentés que je reconnaissais comme un cadre majeur du transport maritime. Ils sont maintenant l'épine dorsale de nos opérations. Celui qui dirige cette entreprise est un génie. L'autre homme a hoché la tête. J'essaie d'obtenir une réunion avec eux depuis des mois. Une opération très privée. Savez-vous qui est derrière? Mon père a haussé les épaules. Je ne les ai jamais rencontrés personnellement. Tout passe par leur équipe juridique et leur gestionnaire de compte, mais honnêtement, je me fiche de qui ils sont tant qu'ils continuent à livrer des résultats. J'ai pris une gorgée de champagne pour masquer mon sourire. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Daniel, mon directeur financier. Les documents de renouvellement de contrat de logistique du bois sont arrivés aujourd'hui. Ils veulent 5 ans de plus. J'attends votre décision. J'ai tapé en retour, j'aurai une réponse d'ici la fin de la semaine. Ce que mon père ne savait pas, ce que personne dans cette pièce ne savait, c'était que le contrat de Méridien avec Logistique du Bois arrivait à échéance. S'ils partaient, ils perdraient 40% de leur efficacité opérationnelle du jour au lendemain. En logistique, ce n'est pas seulement un inconvénient. C'est une condamnation à mort. Je n'avais pas encore décidé quoi faire. Une partie de moi voulait séparer la relation professionnelle de la toxicité personnelle. Mais alors que je regardais mon père se délecter des louanges pour le succès de son entreprise, un succès construit en partie sur mon travail, j'ai senti quelque chose changer. Ce soir déterminerait tout. J'avais besoin d'un autre verre de champagne. Ou peut-être avais-je juste besoin de bouger pour secouer cette étrange énergie qui montait dans ma poitrine. Au bar, je suis tombé sur le peloton d'exécution de la famille élargie. Tante Sophie, la sœur cadette de Lise, m'a repéré en premier. Son visage a fait cette chose où la surprise devient pitié devient condescendance, en environ une demi-seconde. Hélène, mon Dieu, je ne t'avais presque pas reconnu. Elle m'a regardé de haut en bas. Tu as l'air bien, toujours là à Bordeaux à faire ce que tu fais. Du conseil, ai-je dit. Gestion de la chaîne d'approvisionnement. Oh, c'est gentil. La façon dont elle l'a dit donnait l'impression que je lui avais dit que je collectionnais des capsules de bouteilles. Tu vois quelqu'un? Ton père a mentionné que tu étais toujours célibataire. 32 ans, n'est-ce pas? Le temps passe vite. Avant que je puisse répondre, l'oncle David s'est joint à la conversation. Richard me disait justement que tu étais encore en train de trouver tes marques. Rien de mal à être une fleur tardive. Tout le monde n'est pas fait pour le succès traditionnel, je suppose. J'ai réalisé avec un froid glacial ce qui s'était passé. Mon père les avait briefés, leur avait donné des talking points sur la déception familiale, établi le récit avant même mon arrivée. Richard a dit, tu as eu quelques difficultés émotionnelles après avoir quitté l'école. Tante Sophie a continué, baissant la voix de façon conspiratrice. Des problèmes de santé mentale. Si courageuse de venir ce soir malgré tout. J'ai senti ma prise se resserrer sur mon verre de champagne. Pas de douleur. J'étais bien au-delà de ça, mais par la simple audace. J'apprécie votre inquiétude, dis-je, gardant la voix stable. Mais je vais très bien, en fait. Mieux que jamais. Ils ont échangé des regards. Le genre qui dit, la pauvre n'a même pas conscience de sa chute. Je me suis excusé avant de dire quelque chose que je regretterais. Mais un plan se formait dans mon esprit. Froid, clair, inévitable. Marc m'a trouvé sur la terrasse, regardant le terrain de golf. L'air de septembre était frais et les étoiles commençaient à apparaître. Eh bien, sa voix venait de derrière moi, lourde de mépris. La fille prodigue. Je ne me suis pas retourné. Marc. Il s'est placé à côté de moi, assez près pour que je sente son parfum. Tom Ford, probablement un cadeau de notre père. Papa est sur le point de faire son discours. Je voulais m'assurer que tu ne préparais aucune scène dramatique. Pourquoi ferais-je cela? Parce que tu as toujours été jalouse. Il l'a dit comme si c'était un fait établi. La façon dont tu es parti après la décision sur les frais de scolarité, la façon dont tu as disparu à Bordeaux comme un animal blessé. Tu n'as jamais surmonté ça. Maintenant, je me suis retourné, j'ai regardé mon beau-frère dans son costume à 5 000 €,
sa Rolex, ses cheveux parfaitement coiffés. C'est ce que tu te dis. Ses yeux se sont durcis. J'ai entendu dire que tu avais lancé une sorte d'entreprise là-haut pour jouer à la femme d'affaires. Il a ri, court et cruel. Combien de temps avant qu'elle ne fasse faillite? 6 mois? 1 an? Puis tu reviendras en rampant, suppliant papa de t'aider. Je ne le ferai pas. Tu le feras. Tu le fais toujours. Tu es faible, Hélène. Tu l'as toujours été. J'aurais pu lui parler à ce moment-là de Méridien, du contrat, de la façon dont le succès de sa précieuse entreprise était bâti sur le travail de la sœur qu'il avait rejetée, mais je ne l'ai pas fait parce que certaines révélations ont besoin de la bonne scène. Tu sais quoi, Marc? Tu peux croire ce qui te fait te sentir mieux. J'ai commencé à passer devant lui, mais je te promets ceci. Après ce soir, tu regretteras de ne pas m'avoir traité différemment. Son rire m'a suivi à l'intérieur, méprisant, arrogant. Il n'avait aucune idée de ce qui allait se passer. Aucun d'eux. Les lumières de la salle de bal se sont tamisées. Un projecteur a illuminé la scène. Mon père est monté sur l'estrade sous des applaudissements tonitruants. Le héros conquérant de la logistique normande, faisant son dernier salut. Merci. Merci, a-t-il dit, sa voix portant cette chaleur pratiquée qu'il avait perfectionnée au fil des décennies. 40 ans dans ce métier. Ce fut une sacrée aventure. Rire, plus d'applaudissements. Il a commencé son discours en remerciant les partenaires, les employés, les mentors, en remerciant Dieu, en remerciant la chance, s'attribuant le mérite de tout. Puis vint la partie sur la famille. Je n'aurais rien pu faire sans mon incroyable femme, Lise. Il a fait un geste vers sa table. 30 ans à supporter mes longues nuits et mes voyages d'affaires. Tu es une sainte. Plus d'applaudissements. Lise s'est essuyé les yeux parfaitement à l'heure. Et mon fils Marc, qui prendra la relève en tant que PDG en janvier. Richard rayonnait de fierté. L'avenir de Logistique Dubois. Je ne pourrais pas être plus fier. Standing ovation. Marc s'est levé et a salué. L'image de la royauté d'entreprise. Puis les yeux de mon père ont trouvé les miens et quelque chose a changé dans son expression. Quelque chose de méchant. Et bien sûr, ma fille Hélène. Le projecteur a balayé ma table. J'ai senti 200 paires d'yeux se tourner vers moi. Pas de diplôme, pas de vraie carrière, juste un poids mort pour la famille. Il a fait une pause pour un effet comique. Mais bon, au moins elle est venue ce soir. Peut-être qu'un jour elle trouvera un mari riche pour s'occuper d'elle. La salle a éclaté de rire. Un vrai rire. Celui qui vient des gens qui pensent être dans une blague, sans réaliser qu'ils assistent à de la cruauté déguisée en comédie. Je suis resté parfaitement immobile. N'ai pas scié. N'ai pas pleuré. N'ai pas détourné le regard. J'ai juste attendu que les rires s'estompent. Et puis je me suis levé. La salle est devenue silencieuse quand je me suis levé. Je pouvais sentir chaque œil sur moi. Certains curieux, d'autres compatissants, d'autres se préparant déjà à assister à une crise. La fille instable craquant enfin sous la blague inoffensive de son père. J'ai pris mon verre de champagne lentement, délibérément. Le sourire de mon père a vacillé juste un peu. Il ne s'attendait pas à ce que je réagisse. Je ne l'ai jamais fait. J'étais censé rester assise et accepter comme toujours. J'ai levé mon verre vers lui. Félicitations pour votre retraite, papa. Ma voix était claire, stable, assez forte pour que tous les micros de la pièce la captent. 40 ans en affaires. Tout un accomplissement. J'ai fait une pause. Vous m'avez beaucoup appris sur le travail acharné, sur le sacrifice, sur exactement le type de loyauté que la famille peut attendre de vous. Le silence était absolu maintenant. Je pouvais entendre le bruit d'un glaçon cliquetant dans un verre à 3 tables de là. Alors, à vous. J'ai levé mon champagne plus haut. Santé. C'est la dernière fois que vous me verrez. J'ai reposé le verre sans boire. Puis, j'ai pris mon sac Birkin, me suis retourné et j'ai marché vers la sortie. Mes talons Louis Vuitton claquaient contre le parquet, le seul son dans cette pièce caverneuse. Je n'ai pas couru, pas pressé, juste marché, dos droit, tête haute. Derrière moi, le silence. Complet, total, dévastateur silence.
quelqu'un a halté. Quelqu'un d'autre a chuchoté quelque chose que je ne pouvais pas entendre, mais surtout, il n'y avait que l'écho de mes pas et 200 personnes essayant de comprendre ce qu'elles venaient de voir. La fille, qui était censée être brisée, venait de partir à ses propres conditions. J'ai poussé les doubles portes et suis sorti dans la nuit. Et pour la première fois en 12 ans, j'ai pu respirer. J'étais presque arrivé à ma voiture, une Tesla Model S, plaque personnalisée noire indiquant MRDD1, quand j'ai entendu des pas derrière moi. Hélène, Hélène, arrête-toi là. La voix de Lise, stridente et furieuse. J'ai continué à marcher. Qu'est-ce que tu crois faire? Elle m'a attrapé le bras, me faisant pivoter. Son visage était rouge sous les lumières du club privé. Sa composure soignée s'était fissurée. Tu as une idée de ce que tu viens de faire? Tu as humilié ton père devant tout le monde? J'ai regardé sa main sur mon bras jusqu'à ce qu'elle l'enlève. Je l'ai humilié? J'ai demandé doucement. Je pense que tu as inversé les rôles. Mon père est apparu derrière elle, son visage un nuage d'orage. 200 invités regardaient probablement par les fenêtres. Il en était conscient. Je pouvais le voir calculer. Retourne à l'intérieur, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Excuse-toi maintenant. Non. Le mot est resté suspendu entre nous. Ce n'est pas une négociation, Hélène. Je suis ton père. Je te le dis. Tu me dis quoi? Je l'ai interrompu. Quelque chose que je n'avais jamais fait de ma vie. Que je devrais y retourner et te laisser continuer à t'amuser avec moi comme punching ball? Que je devrais sourire pendant que tu dis à 200 personnes que je suis sans valeur? C'était une blague. C'était la vérité de la façon dont tu me vois. Et j'en ai fini de faire semblant du contraire. J'ai ouvert la portière de ma voiture. Mon père a fait un pas en avant. Si tu pars maintenant, c'est fini. Tu comprends? Plus de famille, plus de soutien, rien. J'ai failli rire. Papa, tu m'as coupé il y a 12 ans. Tu n'avais juste pas le courage de le dire à voix haute. Je me suis glissé au volant. Ce soir, je le dis pour nous deux. J'ai démarré le moteur. Au revoir. Et je suis parti en conduisant. Je me suis arrêté à une aire de repos à environ 30 minutes de Montfleury et je me suis assise dans ma voiture, moteur au ralenti, les mains toujours sur le volant. Pendant un long moment, j'ai juste respiré. D'accord, laissez-moi sortir de l'histoire une seconde et vous parler directement. Je sais que certains d'entre vous qui regardent ceci ont vécu quelque chose de similaire. Peut-être pas une fête de retraite, peut-être pas 200 témoins, mais ce sentiment d'être la déception de la famille, celle dont on parle à voix basse, celle dont on refuse de voir le succès. Je sais que vous comprenez. Si vous avez déjà été assis à une réunion de famille pendant que quelqu'un faisait de vous la blague, si vous avez déjà souri à travers la douleur parce que faire une scène ne ferait que leur donner raison. Si vous avez aimé des gens qui vous ont fait vous sentir invisible, cette histoire est pour vous. Alors, voici ce que je demande. Si quelque chose de tout cela vous touche, laissez un commentaire, racontez-moi votre histoire ou dites-moi simplement que vous êtes là. Parce que honnêtement, savoir que je ne suis pas seul là-dedans, cela signifie plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et si vous voulez savoir ce qui s'est passé ensuite, et croyez-moi, la suite est là où tout change. Assurez-vous d'être abonné, activez la cloche, parce que ce que mon père a découvert dans les semaines qui ont suivi cette fête, eh bien, disons simplement qu'il a appris exactement à quel point il avait tort à mon sujet. Maintenant, revenons à l'histoire. Le lendemain matin de la fête, je me suis réveillé dans mon appartement de Bordeaux en me sentant plus légère que depuis des années. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les familles comme la mienne ne lâchent pas si facilement. Elles essaieraient de contrôler le récit, de faire tourner l'histoire, de faire de moi le méchant. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que j'avais quelque chose qu'elles ne pouvaient pas manipuler. Laissez-moi vous raconter la semaine qui a suivi. Elle a commencé par des messages textes. Pas de mon père. Il était trop fier pour ça. Mais des cousins, des tantes, des amis de la famille, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années, soudain très inquiets pour mon état mental. Hélène, j'ai entendu parler de la fête. Ton père dit que tu as des difficultés. As-tu besoin d'aide? Sophie m'a dit que tu avais eu une sorte de crise. Nous sommes tous inquiets pour toi, ma chérie. Ton père t'aime.
Il veut juste ce qu'il y a de mieux. Peut-être devrais-tu t'excuser et rentrer à la maison. Le récit était déjà en cours d'écriture. Pauvre Hélène, instable, jalouse, a eu une sorte de crise à la fête. Richard Dubois, père patient et aimant, faisant de son mieux avec une fille troublée. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Puis est arrivé l'appel plus intéressant. Mon téléphone a sonné mardi après-midi. Un numéro normand que je ne reconnaissais pas. J'ai répondu quand même. Madame Dubois, je suis James Crawford. Je suis associé chez Logistique Dubois. La voix était polie, professionnelle. Je vous appelle au nom de Richard, il aimerait discuter de panser les plaies. Vraiment? Entre vous et moi, il y a eu des rumeurs inquiétantes concernant votre lien avec certains partenaires commerciaux. Des rumeurs? Probablement rien. Mais Richard a pensé que ce serait bien de clarifier les choses. J'ai senti mon sang se glacer. Des rumeurs? Partenaires commerciaux? Ils étaient en train de pêcher. De quel genre de rumeurs parlez-vous? J'ai demandé, gardant ma voix neutre. Oh, quelque chose à propos de nos partenaires de conseil chez Méridien. Quelqu'un pensait vous avoir vu dans leur bureau une fois. Je suis sûr que c'est un malentendu. Mon esprit s'est emballé. Comment? Qui m'avait vu quand? Je ne suis pas sûr de ce à quoi vous faites référence, dis-je. Mais dites à mon père que je n'ai rien à discuter avec lui. J'ai raccroché. Il se rapprochait, plus près que je ne l'avais réalisé. Il était temps d'arrêter d'attendre et de commencer à agir. Pendant que je recevais des textos inquiets à Bordeaux, mon père faisait face à un type de crise différent en Normandie. J'ai appris plus tard, bien plus tard, ce qui s'était passé dans cette salle de conseil. Richard Dubois était entré dans ce qui aurait dû être une réunion trimestrielle de routine. Au lieu de cela, son directeur financier ressemblait à quelqu'un qui avait vu un fantôme. Nous avons un problème avec Conseil Méridien, dit le directeur financier, faisant glisser un dossier sur la table en acajou. Leur contrat arrive à échéance dans 6 mois. Ils n'ont pas répondu à notre offre de prolongation. Richard fronça les sourcils. Alors, envoyez une autre offre. Augmentez les termes si nécessaire. Nous avons essayé 3 fois. Leur équipe juridique dit juste en cours d'examen, puis nous avons essayé d'appeler leurs dirigeants directement. Nous avons essayé aussi. Le directeur financier sembla mal à l'aise. Monsieur, Conseil Méridien est extrêmement privé. Personne ne rencontre leur direction. Tout passe par des intermédiaires. Le froncement de sourcils de Richard s'approfondit. Nous travaillons avec eux depuis 3 ans. Quelqu'un a dû les rencontrer. Non, monsieur. Tout s'est fait par réunion virtuelle, représentant légaux, gestionnaires de comptes. Personne dans cette entreprise n'a jamais rencontré les véritables propriétaires. Un long silence. S'ils nous quittent, continua le directeur financier, nous perdrons 40% de notre efficacité opérationnelle du jour au lendemain. Il faudrait au moins 18 mois pour trouver un remplaçant, et c'est optimiste, dans ce marché. Je sais ce que ça signifie, claqua Richard. Il fixa le dossier. Quelque chose le dérangeait. Le calendrier, le silence, le fait que cela se produise juste après que nous ayons découvert qui possède cette entreprise, dit-il. Je m'en fiche de ce qu'il faut. Je veux un nom d'ici la fin de la semaine. Ce que Richard ne savait pas, ce qu'il était sur le point de découvrir, c'est que le nom qu'il cherchait était déjà sur son arbre généalogique. Jeudi soir, mon téléphone a sonné. Lise. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Hélène, ma chérie. Sa voix était du miel et du sucre. La performance d'une vie. Je me suis tellement inquiété pour toi. Vraiment? Bien sûr. Ta famille. C'est ce que fait la famille. Elle rit doucement, comme si nous partagions une blague privée. Écoute, à propos de la fête, ton père se sent terriblement mal. Il ne voulait pas dire ce qu'il a dit. Tu sais comment il est. Il était nerveux, il essayait d'être drôle. Il a dit, je n'ai pas d'avenir et aucune valeur devant 200 personnes. Il exagère quand il est anxieux. Tu le sais. Lise fit une pause, se recalibrant. Pourquoi ne viens-tu pas à la maison ce week-end? Nous pourrions dîner. Juste tous les 4. Pour clarifier les choses. Recommencer à zéro.
Je pouvais l'imaginer assise dans ce salon immaculé, répétant cet appel, planifiant exactement quel bouton appuyer. La mère inquiète, la pacificatrice, le pont entre la fille troublée et le père blessé. « Est-ce que papa veut s'excuser » demandai-je. Une légère hésitation. Il veut aller de l'avant. C'est ça qui compte, n'est-ce pas? Alors, pas d'excuses. Hélène, ne sois pas difficile. Nous essayons de t'aider. M'aider? Maintenant? Je riais. Lise, tu as passé 22 ans à t'assurer que je savais que je ne faisais pas vraiment partie de cette famille. Maintenant, tu appelles pour m'aider. Pourquoi? Une autre pause. Plus longue cette fois. Je pense que nous savons toutes les deux qu'il y a plus en jeu que de simples drames familiaux, dit-elle, sa voix perdant sa chaleur. Quoi que tu planifies, et je sais que tu planifies quelque chose, ce serait mieux pour tout le monde si tu rentrais juste à la maison et qu'on en parlait. Non. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Ils savaient quelque chose. Ils ne savaient juste pas encore à quel point ils avaient peur. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au bureau d'Éléonore Moreau dans le centre de Bordeaux. Éléonore était l'avocate de ma grand-mère, et depuis que la fiducie était devenue la mienne, son bureau était élégant et efficace. Vert et acier, vu sur la skyline de Bordeaux, le genre d'endroit où les affaires sérieuses se déroulaient. « Je vous attendais », dit-elle quand je suis entré. Je suppose que c'est à propos de Logistique du Bois. Ils enquêtent sur Méridien, essayant de savoir qui la possède. Éléonore a hoché la tête sans surprise. Votre anonymat était toujours temporaire. La question est, comment voulez-vous que cela se déroule? Elle a étalé des documents sur son bureau. Le contrat de Méridien avec Logistique du Bois, chaque clause, chaque terme de renouvellement, chaque disposition de sortie, les documents de la fiducie, les papiers de l'entreprise et de la société. Votre contrat inclut un préavis de résiliation standard de 30 jours, dit Éléonore, pointant la section pertinente. Vous pouvez mettre fin à l'accord pour n'importe quelle raison. Aucune pénalité, aucune exposition légale. Et la fiducie de ma grand-mère est complètement séparée de la succession de la famille Dubois, légalement incontestable. Richard n'a aucun droit sur rien de tout cela, même s'il essayait de contester. Elle m'a regardé par-dessus ses lunettes. Marguerite s'en est assurée. J'ai fixé les papiers. Tout était en ordre. Tout était légal. Chaque livre barré, chaque était croisé. Qu'est-ce que ma grand-mère a dit à propos de tout cela quand elle a créé la fiducie? Éléonore a souri tristement. Elle a dit, un jour, Hélène aura besoin de levier, et quand ce jour viendra, je veux qu'elle l'ait. J'ai senti des larmes me monter aux yeux. Grand-mère Marguerite, me protégeant même depuis la tombe. Elle a aussi dit autre chose, a ajouté Éléonore. Dis-lui de ne pas être cruel à ce sujet. Sois juste honnête. Parfois, la vérité suffit comme punition. J'ai hoché la tête. La vérité, ce serait ça. Puis, cet après-midi-là, je me suis assise avec Daniel Moreau, mon directeur financier, dans la salle de conférence de Méridien. Daniel était avec moi depuis la 2e année. Il savait tout sur ma famille, sur Logistique du Bois, sur pourquoi j'avais gardé mon nom hors des documents. Il était loyal, compétent, et la chose la plus proche d'un véritable allié que j'avais. Ils veulent renouveler le contrat, dit-il en faisant défiler son écran. 5 ans de plus, en fait, ils augmentent les termes de 12%. Ils sont nerveux. Ils devraient l'être. J'ai affiché les projections financières sur l'écran de la salle de conférence. Les chiffres ne mentent pas. Et ces chiffres racontaient une histoire dévastatrice. Si nous partons, Logistique du Bois perd 40% de son efficacité opérationnelle du jour au lendemain. En logistique, ce n'est pas un ralentissement, c'est une chute libre. Leurs clients commenceront à chercher ailleurs. Leurs marges s'effondreront. Daniel a hoché la tête. Marc vient de prendre la relève comme PDG. Si cela se produit sous son mandat, sa réputation sera finie avant même d'avoir commencé. Nous sommes restés avec ça un instant. C'était surréaliste, détenir tant de pouvoir sur des gens qui avaient passé des décennies à me faire sentir impuissante. « Que veux-tu faire » demanda Daniel. J'avais réfléchi à cela pendant des jours, aux mots de mamie Marguerite, à la vengeance contre la vérité, à la personne que je voulais être. Rédige la lettre de résiliation, dis-je finalement.
Préavis de 30 jours conformément aux termes du contrat. Sans malice, sans accusation, juste des affaires. Et la raison? Repositionnement stratégique. C'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir officiellement. J'ai fait une pause. Mais je vais aussi écrire une lettre personnelle à mon père. Enveloppe séparée. Il mérite de savoir exactement sur qui il comptait et exactement pourquoi cela se termine. Daniel a hoché la tête. Quand veux-tu l'envoyer? Lundi. Dès le matin. Plus d'attente. Plus de cachette. J'ai passé tout le dimanche à écrire cette lettre, pas l'avis de résiliation officielle. Daniel s'en est occupé, le langage professionnel, les dispositions légales, l'explication clinique de restructuration du portefeuille client qui irait dans le dossier. J'ai écrit la lettre personnelle, la vérité. J'ai fait 7 brouillons. Le premier était trop en colère, des pages d'accusation, chaque blessure cataloguée et condamnée. Le deuxième était trop froid. Le troisième était trop désespéré. La version finale était simple, claire, factuelle. Cher papa, tu as dit que je n'avais pas d'avenir. Tu as dit à 200 personnes que j'étais sans valeur. Je veux que tu saches quelque chose. L'entreprise que tu as appelée l'épine dorsale de logistique du bois, Conseil Méridien, c'est la mienne. Je l'ai construite. Je la possède. Pendant 3 ans, la fille que tu as rejetée a été la pierre angulaire de ton entreprise. Je mets fin à notre contrat non pas comme vengeance, mais comme une limite. Mamie Marguerite m'a laissé une fiducie dont tu n'as jamais eu connaissance. Elle voyait ce que tu ne voyais pas, que j'étais digne d'investissement. Tout ce que j'ai, je l'ai construit moi-même avec sa foi et sans ton soutien. Je n'ai pas besoin que tu t'excuses. Je n'ai pas besoin que tu comprennes. J'ai juste besoin que tu saches que je ne suis pas ce que tu as dit que j'étais. Je ne l'ai jamais été. Ne me contacte plus. Hélène Marguerite Dubois. J'ai inclus mon deuxième prénom délibérément, le nom que j'avais ajouté il y a 3 ans en l'honneur de la seule personne de ma famille qui avait cru en moi. J'ai également inclus une photocopie des statuts d'incorporation de Méridien. Mon nom comme unique propriétaire clairement visible. J'ai relu la lettre 3 fois, vérifié les fautes de frappe, vérifié l'émotion excessive, je n'en ai trouvé aucune, juste la vérité. Parfois, je pensais que c'était l'arme la plus dévastatrice de toutes. Lundi, 9h. Confirmation de livraison par coursier. Le colis était arrivé au siège de logistique du bois. Quelqu'un nommé Patricia Chen l'avait signé. L'assistante exécutive de Richard. Je me souvenais d'elle depuis l'enfance. Je me suis assise dans mon bureau, regardant mon téléphone, attendant. 10h15, appel manqué de Richard Dubois. 10h17, appel manqué de Richard Dubois. 10h23, appel manqué de Marc Dubois. 10h31, appel manqué de Lise Dubois. 10h45, appel manqué de Richard Dubois. 11h02, SMS de Richard. Appelle-moi maintenant. 11h15, SMS de Marc. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Appelez-nous. 11h34, SMS de Lise. Hélène, ce n'est pas drôle. Réponds au téléphone. À midi, j'avais 12 appels manqués, 8 messages textes et 2 messages vocaux que je n'ai pas pris la peine d'écouter. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. J'avais attendu 12 ans pour ce moment. Il pouvait attendre quelques heures de plus. À 14h, mon assistante a frappé à ma porte. Madame Dubois, une famille dit qu'elle doit vous voir immédiatement. Ils sont dans le hall. Alors, ils avaient conduit jusqu'à Bordeaux. 5 heures de trafic et de panique juste pour me confronter en personne. J'ai pris une profonde inspiration, vérifié mon reflet dans la fenêtre, redressé ma veste. Envoyez-les à la salle de conférence B, dis-je. J'arrive dans 5 minutes. C'était ça. La conversation que j'avais imaginée 1000 fois. La confrontation pour laquelle je m'étais préparé sans savoir quand elle viendrait. J'ai pensé à Mamie Marguerite, à sa lettre, à sa foi en moi. Ne sois pas cruel, avait-elle dit. Sois juste honnête. Je me suis levé, lissé ma jupe et me suis dirigé vers la salle de conférence. Il était temps d'être honnête. La salle de conférence B avait des murs en verre. Je l'avais choisie délibérément. Mes 15 employés pouvaient voir à l'intérieur, même s'ils ne pouvaient pas entendre.
Des témoins, non pas pour humilier qui que ce soit, mais pour s'assurer que la réunion restait civile. Richard, Lise et Marc se tenaient regroupés près de la fenêtre, regardant la skyline de Bordeaux. Ils ne s'attendaient jamais à voir cela de cette perspective, de mon domaine, de mon territoire. Mon père s'est retourné quand je suis entré. Son visage était gris, plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Hélène. Sa voix s'est brisée sur mon nom. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, papa. Lise. Marc. J'ai pris place au bout de la table de conférence. Calme, professionnel. J'imagine que vous avez reçu ma lettre. Ta lettre? Marc s'est avancé, pointant son doigt vers moi. Tu ne peux pas juste. Ce n'est pas assieds-toi, Marc. Ma voix était calme mais ferme. Je ne discuterai de rien avec toi. Il a crié à travers la pièce. Il a regardé mon père, incertain. Richard a hoché la tête sèchement. Ils se sont assis. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Finalement, Richard s'est penché en avant. C'est un malentendu. Quelle partie? Conseil Méridien. Tu ne peux pas. Vraiment une entreprise comme ça. Tu n'as pas, je l'ai fait. J'ai fait glisser un dossier sur la table. Immatriculation de l'entreprise, déclaration fiscale, liste de clients. Il y a 3 ans, ton entreprise a signé un contrat avec la mienne. Tu as fait l'éloge de mon travail lors d'événements industriels. Tu nous as appelés transformateurs. Tu savais juste pas que tu faisais mon éloge. Le visage de Lise était devenu pâle. Mais tu n'as pas de diplôme. Tu étais juste une. Une quoi, Lise? Une déception? Un échec? J'ai secoué la tête. J'étais une jeune femme de 20 ans à qui on a demandé de sacrifier son avenir. J'ai construit quelque chose quand même. Silence. Mon père fixa les documents comme s'il pouvait prendre feu s'il regardait trop fort. D'accord. La voix de Richard était tendue, le masque de composure corporative se fissurant. Je m'excuse. Je m'excuse pour la fête. C'est ce que tu veux entendre? Je suis désolé. Maintenant, pouvons-nous parler du contrat? Tu es désolé parce que tu as besoin de quelque chose de moi. Ce n'est pas des excuses. Pour l'amour de Dieu, Hélène. Marc a claqué sa paume sur la table. Sais-tu ce qui se passe si tu romps ce contrat? 20% de nos effectifs supprimés à cause de ta vengeance mesquine. Ce n'est pas de la vengeance. C'est une décision commerciale. Il s'était levé, des veines visibles dans son cou. Tu as planifié ça pendant des années, attendant de nous détruire. C'est malade. Je n'ai rien planifié. J'ai construit une entreprise. Ton entreprise a choisi de devenir dépendante de la mienne. Ce n'est pas ma faute. Tu aurais pu nous le dire, intervint Lise, sa voix aiguë et tendue. Tu aurais pu dire quelque chose. Quand? Quand tu m'as dit que je n'avais pas besoin d'études parce que je trouverais un mari? Quand tu as répandu des rumeurs selon lesquelles j'avais des problèmes de santé mentale? Elle n'avait pas de réponse. Je me suis tourné vers mon père. Tu veux savoir le pire, papa? J'aurais gardé le contrat. Je ne planifiais rien de tout ça. Mais ensuite, tu t'es tenu devant 200 personnes et tu leur as dit que j'étais sans valeur, que je n'avais pas d'avenir. J'ai fait une pause. Tu as choisi ça, pas moi. La mâchoire de Richard bougeait. Pendant un instant, juste un instant. J'ai cru voir quelque chose comme de la reconnaissance dans ses yeux, comme s'il comprenait enfin ce qu'il avait fait. Puis c'était parti. Qu'est-ce que tu veux? Demanda-t-il sèchement. Rien que tu puisses me donner. Il doit y avoir quelque chose. Tu n'écoutes pas. Je ne veux rien de toi. Je ne l'ai jamais voulu. Je veux juste que tu connaisses la vérité. Très bien. La voix de Richard devint froide. La vulnérabilité avait disparu, remplacée par l'acier que je connaissais depuis toujours. Si c'est comme ça que tu veux jouer, tu quittes cette famille. C'est fini. Pas d'héritage, rien. J'ai failli rire. Papa, tu m'as coupé à 20 ans. Quel héritage? Je peux te rendre les choses très difficiles. J'ai des contacts, des avocats. Sur quelle base?
Je me suis penché en avant. Chaque document est légal. Chaque contrat a été signé de bonne foi. Il n'y a rien là-dessus pour lequel tu peux me poursuivre en justice, et nous le savons tous les deux. Il m'a fusillé du regard. Ne sois pas si sûr. En fait, je suis sûr parce que mon avocate, qui était aussi l'avocate de Mamie Marguerite, a déjà examiné toutes les issues possibles. J'ai laissé cela mijoter. Tu te souviens d'Éléonore Moreau? Marguerite l'a choisie spécifiquement parce qu'elle savait que tu essayerais quelque chose comme ça un jour. Lise a halté. Marguerite était au courant de tout ça. Elle m'a laissé une fiducie, 800 000 €, spécifiquement structurée pour que tu ne puisses pas y toucher. J'ai sorti une photocopie du document de fiducie. Elle savait exactement quel genre de famille elle avait élevé. C'est pour ça qu'elle m'a protégé de ça. Le visage de Richard est passé de rouge à blanc. Elle n'avait pas le droit. Elle avait tous les droits. C'était son argent. Je me suis levé. Cette réunion est terminée. Hélène, c'est fini. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai marché vers la porte, puis j'ai fait une pause. Encore une chose. Si vous me recontactez, appel, texto, vous vous présentez à mon bureau, je publierai tous les emails, tous les documents, tous les enregistrements de la façon dont cette famille m'a traité. Tout est légal. Tout est sauvegardé. Et tout cela ferait une histoire très intéressante pour la presse économique. J'ai ouvert la porte. La réceptionniste vous raccompagnera. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte en les regardant se recomposer. 3 personnes qui avaient passé toute ma vie à me faire sentir petite, semblaient maintenant très petites elles-mêmes. Mon père s'est levé lentement comme un vieil homme soudainement conscient de son âge. Lise agrippait son sac à main comme un bouclier. Marc me fixait avec quelque chose de nouveau dans ses yeux. Plus de mépris, mais de la peur. Ce n'est pas fini, dit Marc. Oui, c'est fini. Je le pensais. Chaque mot. J'ai passé 12 ans à construire une vie que vous avez essayé de me convaincre que je ne pouvais pas avoir. Je l'ai fait sans votre aide, sans votre approbation, sans votre permission, et je continuerai à le faire sans aucun de vous dans ma vie. La lèvre inférieure de Lise trembla. La performance de préoccupation maternelle. Hélène, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous partageons du sang, Lise. C'est tout ce que nous partageons. J'ai tenu la porte plus largement ouverte. Je ne demande pas d'excuses. Je ne demande pas de réconciliation. J'établis une limite. Ne me contactez plus. Ne parlez plus de moi à vos amis, vos collègues, qui que ce soit. Laissez-moi simplement partir. Richard s'est arrêté devant moi. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés. Père et fille, étrangers qui partagent un nom de famille. Tu nous détestes vraiment à ce point, demanda-t-il, sa voix à peine audible. Non, papa. Je ne vous déteste pas. C'est ce que vous ne comprenez pas. J'ai soutenu son regard. Je n'ai juste plus besoin de vous. Et c'est quelque chose que vous devrez apprendre à accepter. Il n'avait aucune réponse à cela. Ils sont sortis par le hall, passant devant mes employés qui faisaient semblant de ne pas regarder. Les portes vitrées se sont refermées derrière eux. Je suis retourné à mon bureau, et ouvert mon ordinateur portable et me suis remis au travail. D'accord, laissez-moi faire une pause ici encore. Si vous êtes toujours en train de regarder, premièrement, merci. Ce n'est pas facile à raconter, et savoir que vous écoutez signifie plus que vous ne le pensez. Si vous pensez que c'est là que l'histoire se termine, ce n'est pas le cas. Les répercussions de cette réunion ont eu des conséquences plus importantes que je ne l'avais prévu. Quand j'ai envoyé cette lettre de résiliation, je pensais simplement établir une limite, protéger ma paix, m'éloigner des gens qui m'avaient blessé. Je n'avais pas anticipé ce qui arriverait à Logistique Dubois ou à la réputation de mon père ou au secret de famille qui commencerait à se répandre une fois que les gens commenceraient à parler. Voici ma demande. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir à votre propre famille, à vos propres limites, à votre propre valeur, cliquez sur le bouton j'aime. Cela aide plus que vous ne le pensez. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications parce que la fin de cette histoire, elle est compliquée. Elle est désordonnée. Et elle m'a appris quelque chose sur la vengeance que je n'attendais pas. De plus, j'aimerais avoir de vos nouvelles.
Laissez un commentaire en disant « Avez-vous déjà dû vous éloigner de votre famille ?» Est-ce que cela ressemblait à de la liberté ou à du deuil? Ou peut-être les deux. J'ai lu tous les commentaires sur mes histoires précédentes, et ils m'ont aidé à me sentir moins seul là-dedans. Alors, s'il vous plaît, partagez vos pensées. Maintenant, revenons à l'histoire. Une semaine après cette confrontation dans mon bureau, j'ai reçu un appel téléphonique de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Quelqu'un qui avait des informations qui changeaient tout ce que je pensais savoir sur ma famille et sur les raisons pour lesquelles il me traitait vraiment comme il le faisait. Laissez-moi vous parler de cet appel. L'appelant était mon oncle Robert, le frère cadet de mon père. Robert avait toujours été le mouton noir de la famille Dubois, un artiste, un rêveur, celui qui n'était pas dans les affaires. Je ne l'avais pas vu depuis l'enterrement de ma mère. Je n'avais pas parlé avec lui depuis plus de 10 ans. Hélène, sa voix était plus vieille, plus rauque. J'ai entendu ce qui s'est passé à la fête au bureau de Richard. La nouvelle circule vite. Petite communauté. Il fit une pause. Écoute, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des années, mais j'étais trop lâche. Je me suis assise lentement. J'écoute. Quand ton père a dit que la famille ne pouvait pas payer tes frais de scolarité et ceux de Marc, c'était un mensonge. Je sais. Je l'ai compris. Non, tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement qu'il y avait de l'argent disponible. Il y avait un fonds spécifique. Ta mère l'avait créé avant de mourir pour tes études. Assez pour couvrir 4 années complètes dans n'importe quelle école du pays. Mon cœur s'est arrêté. Richard l'a vidé. L'a utilisé pour le MBA de Marc, puis t'a dit qu'il n'y avait pas d'argent. La voix de Robert s'est brisée. Ta mère voulait que tu aies des choix, Hélène. Richard les a volés. La pièce a penché. J'ai serré le bord de mon bureau. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que j'avais peur de Richard. Nous l'avions tous. Robert a expiré. Marguerite, ta grand-mère. Elle l'a découvert. C'est pour ça qu'elle a créé la fiducie pour toi. Elle ne pouvait pas récupérer l'argent de ta mère, mais elle pouvait s'assurer que Richard ne prenne rien d'autre. J'ai pensé à la lettre de mamie Marguerite. Je sais ce qu'ils t'ont fait. Elle savait tout depuis le début. Pourquoi me le dis-tu maintenant, demandai-je. Parce qu'il est temps que la vérité éclate. Toute la vérité. Il n'avait pas fini. 2 mois après que j'ai résilié le contrat de Méridien, les conséquences sont devenues publiques. Je n'essayais pas de surveiller ce qui arrivait à Logistique Dubois. Honnêtement, j'essayais de passer à autre chose. Mais dans le milieu des affaires normands, les nouvelles circulent vite, surtout les mauvaises. L'entreprise a annoncé une réduction de 20% de ses effectifs. 70 employés licenciés juste avant les fêtes. Le communiqué de presse blâmait les conditions du marché et la restructuration stratégique, mais tout le monde connaissait la vraie histoire. Leur plus grand partenaire de conseil était parti et ils n'arrivaient pas à s'en remettre. Marc, à peine 3 mois en tant que PDG, était déjà interrogé par le conseil d'administration. Sa vision de l'avenir s'effondrait sous le poids des ponts brûlés par son père. Richard est sorti de sa retraite pour aider à gérer la crise. La sortie triomphale qu'il avait prévue, l'héritage qu'il avait bâti, s'effilochait, mais le vrai dommage était pour leur réputation. La nouvelle s'est répandue. Pas de moi. J'ai gardé la bouche fermée. Mais 200 personnes avaient regardé mon père humilier sa fille lors de cette fête. Et quand ces mêmes personnes ont appris que la fille était en fait le partenaire commercial le plus important de son entreprise, les murmures ont commencé. As-tu entendu parler de Richard Dubois? Il s'est moqué de sa propre fille. Il s'avère qu'elle maintenait son entreprise à flot. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre dans cette famille. Dans les cercles d'affaires normands, la réputation est tout. Et celle de Richard s'effondrait. Un ancien collègue m'a raconté que lors d'un récent dîner de l'industrie, Richard était assis seul. Personne ne voulait être associé à l'homme qui avait publiquement renié la fille qui avait secrètement été son soutien. Je ne me sentais pas triomphante en entendant cela. Je ne me sentais pas satisfaite. Je me sentais juste fatiguée. Mamie Marguerite avait raison. Parfois, la vérité suffit comme punition. Je n'avais rien d'autre à faire. La vérité a fait tout le travail toute seule. 6 mois plus tard,
J'étais assise dans le bureau d'un thérapeute à Paris. Pas parce que j'étais en train de m'effondrer, mais parce que j'étais enfin prête à me reconstruire. Vous ne semblez pas être quelqu'un qui a besoin de thérapie, dit le docteur Patel lors de notre première séance. Tout le monde a besoin de thérapie, répondis-je. J'admets juste enfin que j'en ai besoin. Nous avons parlé de ma famille, des années d'invisibilité, du fardeau de construire le succès en silence, du deuil étrange de couper les ponts avec des gens qui étaient censés m'aimer. Regrettez-vous ce que vous avez fait, demanda-t-elle. Non, et je le pensais. Je regrette que cela ait dû se produire, mais je ne regrette pas de m'être protégé. En dehors de la thérapie, ma vie était bonne. Mieux que bonne. Méridien prospérait. Nous avions remplacé le contrat Dubois par 3 clients plus petits, plus diversifiés, plus stables. Daniel a obtenu une promotion. J'ai embauché 4 nouveaux employés. Nous avons déménagé dans un bureau plus grand avec vue sur le port. J'ai renoué avec l'oncle Robert. Nous dînions une fois par mois. Il me racontait des histoires sur ma mère, les vraies, pas les versions aseptisées que mon père m'avait servies. Elle était féroce, apparemment, têtue, une battante. Tu es comme elle, dit Robert. Elle serait si fière de toi. Je gardais toujours la photo de mamie Marguerite sur mon bureau. Je lui rendais visite tous les mois, lui déposais des fleurs, lui parlais de ma vie. C'était étrange de parler à une pierre tombale, mais aussi guérissant. Je l'ai fait, mamie, lui dis-je un matin de printemps. Je ne les ai pas laissés me définir. Le vent bruissait dans les arbres du cimetière. Si j'écoutais attentivement, je pouvais presque entendre sa voix. Je le savais, ma chérie. Je l'ai toujours su. Alors, voici ce que j'ai appris. Si vous voulez la morale de cette histoire, votre valeur n'est pas déterminée par un diplôme. Elle n'est pas déterminée par l'opinion de votre famille. Elle n'est pas déterminée par qui croit en vous ou qui essaie de vous rabaisser. Votre valeur est déterminée par ce que vous construisez quand personne ne regarde, par qui vous devenez quand tout le monde vous croit hors jeu, par la vie que vous créez de vos propres mains. Mon père pensait m'enseigner une leçon lors de cette fête de retraite. Il pensait me remettre à ma place. Ce qu'il a réellement fait, c'est me libérer. Je ne déteste pas ma famille. C'est la partie que les gens ont du mal à comprendre. La haine demande de l'énergie. La haine est une chaîne. Je préfère dépenser cette énergie pour les personnes qui le méritent. Pour le travail en lequel je crois, pour les relations qui me nourrissent. Pour une vie qui est vraiment la mienne. Les limites ne sont pas une question de vengeance. Elles sont une question de protection. Elles consistent à dire, c'est ici que ma vie commence et que vos dommages s'arrêtent. Si vous êtes dans une famille qui vous fait vous sentir petit. Si vous avez des gens dans votre vie qui voient votre potentiel comme une menace plutôt que comme un cadeau. Si vous avez déjà été la déception de la famille, le bouc émissaire, celui qui est invisible. Je vous vois. J'ai été vous. Et je vous promets qu'il y a de la vie de l'autre côté de la marche.